Aujourd'hui le Squad, on ouvre une porte rarement franchie dans le monde de la performance sportive. Mon invité est orthodontiste. Tu as bien entendu, c'est un spécialiste des dents, mais pas que. Raphaël Philippi, c'est un praticien qui a compris que la bouche, ce n'est pas seulement un outil pour mastiquer et sourire, mais aussi un véritable levier postural, respiratoire et biomécanique. Il accompagne certains sportifs, dont des sportifs de haut niveau, travaille main dans la main avec des kinés, des ostéos et des chirurgiens. Et si ta mâchoire freinait ta progression? Et si ton occlusion dentaire avait plus d'impact sur tes performances que tu ne le pensais? Dans cet épisode, on va parler donc d'occlusion dentaire et de protège-dents afin de t'amener à voir la bouche comme tu ne l'as jamais vue. L'orthodontie sportive, est-ce vraiment pour tout le monde? Est-ce un simple luxe de l'élite sportive? Raphaël, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Bonjour Max, déjà merci pour l'invitation. Alors, je suis un ancien sportif, mais en parallèle de mon sport qui est un sport pas très médiatique, j'étais un ancien windsurfer professionnel. J'ai fait des études de dentaire puis d'orthodontie, mais forcément, tu vois, j'ai toujours eu ce lien avec le sport et avec des sportifs, et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser évidemment à tout ça. Ok. Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est l'orthodontie et comment ça s'agence, parce qu'on pense à quelque chose d'assez global, d'assez population générale, comment ça s'agence justement pour l'orthodontie avec un lien avec le sport? L'orthodontie, quand tu dis orthodontie, tout le monde pense enfant. Moi, j'ai tout de suite, quand j'ai fait mes études, je n'ai pas forcément pensé enfant, parce que l'orthodontie, c'est ce qui va permettre de faire bouger les dents pour pouvoir les emboîter correctement, et ça, on va voir que c'est très très important. Mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que l'orthodontie, ça va te permettre aussi, dans les cas où tu as un décalage de mâchoire, tu peux aussi te faire aider par un chirurgien pour corriger ce décalage de mâchoire. Mais l'idée finale, c'est d'avoir une occlusion parfaite, c'est-à-dire des rapports dentaires parfaits. C'est important pour tout le monde et c'est encore plus important pour un sportif qui veut performer. Et en quel sens justement ça a un impact sur le sportif? Alors si tu veux, c'est une notion d'équilibre. Et là, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui beaucoup d'études, d'articles, mais tu n'as pas de preuve vraiment scientifique, c'est du bon sens. C'est un petit peu, si tu veux, si tes dents ne s'emboîtent pas correctement, bah, c'est un petit peu comme si tu as une punaise dans ta chaussure. Forcément, tu vas avoir une gêne. Il faut savoir que les dents qui sont bien emboîtées, tu vas avoir un équilibre au niveau des chaînes musculaires. Tu as toute la musculature masticatrice, tu as la langue c'est 17 muscles. Donc il faut arriver à manager toutes les fonctions orofaciales, la musculature masticatrice, et ben, la porte d'entrée, c'est les contacts des dents. Ok, parce que, donc effectivement, quand on pense orthodontie, on pense dents, parce que c'est, comme tu disais, Oui, la porte d'entrée, c'est cet emboîtement-là, mais ça a un impact effectivement sur tout l'impact orofacial, tout ce qui, tu parlais de la langue et tout ça, quoi. Exactement. Ok. Et quels sont les principaux signes d'une mauvaise occlusion dentaire, d'un mauvais emboîtement des dents chez un sportif ou même de manière même plus générale? Et qu'est-ce que lui, il pourrait éventuellement repérer seul? Ben, si tu veux, l'occlusion, normalement, tous les dentistes sont censés être formés. L'occlusion, c'est une science exacte, c'est-à-dire qu'on voit tout de suite si les dents sont bien emboîtées ou pas, si les milieux sont décalés. Donc n'importe quel dentiste est censé diagnostiquer un défaut d'occlusion. Voilà. Après, l'idée, c'est comment tu le règles. Des fois, ça peut être simplement un soin qui a été mal fait, une couronne qui est ce qu'on appelle en surocclusion, qui touche avant. Et un soin mal fait, typiquement, ça peut dérégler l'occlusion. Tu as une dent qui touche avant, bah hop, quand tu fermes, tu vas dévier ta mandibule. Donc forcément, tu as un effet sur ta posture, tu as un effet musculaire, voilà. Ok, et qu'est-ce que finalement est une... Parce qu'effectivement, on peut penser qu'une occlusion parfaite, on peut avoir une image de tout ça. On peut avoir une image de ce qu'est une occlusion qui est imparfaite. On a peut-être l'image de certaines personnes qui ont des dents qui vont un peu de travers, etc. Mais j'imagine qu'il y a un spectre entre tout ça. Non, en fait, c'est ça. D'accord. En fait, je t'explique, la longueur des jambes, bah, il faut que tes deux jambes elles soient de la même longueur. L'occlusion, c'est exactement la même chose, c'est ce que j'explique. C'est-à-dire que moi, je montre un modèle idéal et je dis l'objectif, c'est ça. Et on ne sort pas de ça. Que tu sois décalé de 1 mm ou que tu sois décalé d'1 centimètre, tu es décalé. D'accord. Et l'impact sera le même? Non, parce que tu as un facteur terrain et tu as des gens qui compensent.
Oui. Mais cette compensation chez Monsieur Tout-le-Monde, voilà. Mais par contre, quand tu as un vrai sportif qui s'entraîne énormément, la compensation, il peut décompenser à n'importe quel moment. Mais donc finalement, quand tu as un décalage de, comme tu disais, 1 mm, Ça nécessite une prise en charge. c'est tellement précis qu'on ne peut pas s'en rendre compte sans consulter. Oui, le patient ne le sait pas forcément, mais après, quand on voit un patient, on fait un bilan, on fait des photos, on fait des radios, et sur les photos, c'est facile de s'en rendre compte. Et justement, tu parles de photos, tu parles de radio. Comment toi, tu dépistes une mauvaise occlusion et quels sont potentiellement les autres outils que tu peux utiliser? Moi, je la dépiste, je regarde dans ta bouche et je sais immédiatement si tu es bien calé, si tu as une super occlusion ou pas. D'accord. Après, ce qu'il faut… Il y a des signes? Oui, mais le truc, si tu veux, c'est pas parce tu as aussi des contre-exemples. C'est-à-dire que tu peux avoir un sportif qui est dans la compensation, et j'en connais, j'en ai vu, et finalement, ils ont une mauvaise occlusion et tout se passe bien. Tu peux avoir un sportif qui a une jambe qui fait 5 mm de moins que l'autre et au final qui performe. Exact. Parce qu'il compense. Voilà. Mais à mon avis, quand tu es pro et quand tu es dans une démarche de performance, tu dois régler tous les problèmes. Tu dois optimiser tout. Donc l'occlusion, pour moi, c'est une priorité. Ok. Et chez un sportif amateur qui n'a pas forcément de plaintes corporelles, de blessures, de gênes, de douleurs, finalement, tu pourrais potentiellement, toi, retrouver des décalages. À quel moment, toi, tu vas intervenir là-dessus? En fait, d'avoir une bonne occlusion, il y a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est déjà l'intérêt au niveau des dents, de garder tes dents sur le long terme. Ouais. Donc, j'ai envie de te dire que tu sois sportif ou pas sportif, pour moi, il n'y a pas de différence. Si tu as un problème d'occlusion, il faut le régler si tu veux garder tes dents sur le long terme. Voilà. Après, la notion de performance, c'est différent. Si tu regardes les tops, ils ont tous une occlusion parfaite. Tu peux regarder dans la bouche de Nadal, de Federer, de Michael Jordan, de tous les tops. Ils ont tous une occlusion parfaite. Voilà, je pense que c'est important. Mais après, tu as des mecs qui sont arrivés au top avec des occlusions perturbées. On en revient à ce problème de compensation, mais tu as aussi des gens… Enfin, moi, j'ai vu beaucoup de sportifs jeunes qui avaient une occlusion perturbée et qui avaient des troubles, tu vois, des problèmes d'ischio. Toi, tu es dans le foot. On ne va pas citer de nom, mais j'ai vu des jeunes footballeurs pros, même des mecs qui jouent en équipe de France avec des problèmes d'ischio qui les empêchaient de jouer à 22 ans avec une occlusion super perturbée. Je ne suis pas certain du lien de cause à effet, mais bizarrement, quand on a géré l'occlusion, les problèmes à distance ont disparu. Ok, c'est intéressant effectivement que tu parles de ça parce que c'est clairement un fléau dans le monde du sport et particulièrement dans les sports où ça court et où on court vite, donc les impacts au niveau des ischios. Et ce n'est pas quelque chose qui est dans le sens commun, notamment dans nos professions paramédicales et médicales, de se dire potentiellement il y a un impact au niveau de l'occlusion dentaire. Après, j'ai envie de te dire, ça dépend des équipes médicales, ça dépend des pays. Je ne sais pas quel âge tu as, mais moi je me rappelle quand j'étais gamin, à un moment tu vois Carl Lewis avec un appareil d'orthodontie, tu vois Sergei Boubka avec un appareil d'orthodontie, tu vois plein de sportifs, c'était un petit peu le début, et forcément tu t'amènes à te poser la question, mais par contre entre eux, les équipes médicales, ils savaient pourquoi ils le faisaient. Donc quand tu es vraiment dans une démarche de performance ultime, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur un départ de sprint, sur un départ, tu es dents serrées. D'accord? Parce que tu recrutes de la puissance musculaire. Quand tu recrutes de la puissance musculaire, tes dents serrées. Au moment où tu serres les dents, si tes dents ne sont pas parfaitement équilibrées, tu vas avoir un souci. Alors, ça peut être un souci de performance, ça peut être des blessures sur le long terme. Tu vois, pour des gens qui font pas forcément des sports d'explosivité, mais par exemple du foncier, un mec qui court par exemple le marathon et qui a une occlusion défaillante, il peut se retrouver simplement avec un problème musculo-tendineux. Ok. Voilà. D'accord. Parce que moi, j'ai plutôt l'image, j'aimerais que tu étayes là-dessus, qu'effectivement, quelqu'un qui va faire un sport très explosif ou de force, il va avoir besoin de ce serrage au niveau dentaire, alors qu'un marathonien, quelqu'un qui fait de l'endurance, il va avoir la bouche fermée, mais pas forcément les dents qui vont se toucher. Donc, comment se fait-il que pour des sportifs comme ceux-là puissent être impactés par l'occlusion dentaire? Parce qu'en fait, tu as quand même, tu les serres les dents. Et puis tu t'entraînes. Quand tu cours un marathon, tu ne cours pas juste un marathon. Oui. Tu t'entraînes au quotidien et à la déglutition.
Enfin, il y a ouais. plein de choses. Ok. Donc voilà, tout rentre en jeu. Enfin, il faut que tu aies un équilibre parfait au niveau orofacial, c'est évident. D'accord. Et quand je rebondis sur ce que tu disais avec Rafa Nadal et Jordan, selon toi, est-ce que c'est inné, ils ont une bonne occlusion Oui. dentaire et tant mieux, ou est-ce qu'ils Oui. ont été traités? Alors, Nadal, j'en sais rien, mais de toute façon, tu as heureusement des gens qui n'ont pas besoin de faire d'orthodontie. Tu as plein de gens qui ont une occlusion parfaite de façon naturelle. D'accord. Après, nous, notre métier, c'est pour ceux qui ont un problème, c'est de les amener dans l'occlusion parfaite. Ouais. Justement, tu es peut-être un peu biaisé forcément par rapport aux patients que tu vas voir au cabinet, mais selon toi, est-ce qu'il y a des chiffres ou même toi une proportion de personnes sur la population générale, quel est le pourcentage de bonne occlusion Alors, ouais, ça, je ne peux pas te dire, je ne sais pas, parce que Ouais. moi, tous les gens qui viennent me voir, ils ont forcément un C'est ça, tu problème. as un biais forcément. Ils ont tous un problème. Donc, chez moi, dans mon cabinet, j'ai 100% de gens qui ont des problèmes. Mais il y a beaucoup, beaucoup de sportifs qui sont pris en charge par des équipes médicales et qui n'ont pas de problème. Donc, ceux-là, je les vois pas. Ouais. Tu vois, je pense que Michael Jordan, il a eu une occlusion parfaite du départ. Mais en tout cas, j'ai envie de te dire, sportif ou pas sportif, tu sais, l'orthodontie en France, c'est remboursé jusqu'à 16 ans. À 16 ans, le problème doit être réglé. Donc, quand moi, je vois un sportif qui est passé à travers les mailles de l'orthodontie, de la dentisterie, et qui arrive à 22 ans avec un énorme problème, ça m'interpelle. Je me dis pourquoi il a pas fait comme tout le monde finalement, tu vois. Il n'a pas réglé ce problème-là, parce que le régler quand tu as commencé ta carrière, quand tu as 22 ans, tu es en pleine bourre, bah, l'orthodontie, ça dure longtemps, ça peut durer 18 mois, ça peut durer 2 ans, des fois il faut... Donc, et c'est des contraintes, tu vois. Ouais, donc finalement, un message qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, bah, si on a moins de 16 ans, potentiellement faire un dépistage, Ouais, un minima, bien et sûr. puis après on fait pas. Toi, tu vas orienter un traitement ou non, justement, de dire c'est OK et valider Et les puis, il ne choses. faut pas faire confiance, il faut aller voir des gens compétents. Ça, c'est un message super important, c'est d'aller voir des gens compétents, parce que je te donne un exemple avec un joueur de foot de l'OL que j'ai traité il y a une dizaine d'années. Le gars arrive à l'OL, il a un avis médical négatif à Milan, d'accord, pour un problème dentaire. Ouais. Il arrive, il voit le dentiste du club, et le dentiste du club, il lui dit non, non, tout va bien, il n'y a pas de carie, il a de bonnes dents, super, tout va bien. Il faudra juste enlever les dents de sagesse. Et puis, c'est un jeune, tu vois, il a 22 ans, il se blesse, blessure récurrente, et finalement, il ne joue pas beaucoup. C'est un mec quand même qui a joué en équipe de France, tu vois. Il vient chez moi, et c'est un cas chirurgical. C'est-à-dire, quand je le vois en consulte, il a 2 dents qui se touchent, au fond. Tu vois. Donc, c'est un cas orthodontique, et il a un décalage de mâchoire colossal, ça veut dire qu'il faut l'opérer. Et le club me dit, mais non, on l'a payé je ne sais pas combien de millions, on ne peut pas l'opérer, parce que le traitement dure 18 mois. Quand on l'opère pendant 6 semaines, il ne peut pas jouer. Je dis, ouais, mais votre joueur, il ne vaut rien. Parce que si vous voulez le vendre aujourd'hui, et que si vous tombez sur un mec qui est bon, bah, il va vous donner, comme à Milan, un avis médical négatif en disant que voilà, en plus, il est déjà blessé. Donc, posez-vous les bonnes questions. Donc, finalement, on fait le traitement. D'accord. Finalement, il accepte de se faire opérer. Finalement, je suis obligé de convaincre le staff médical. Puis finalement, ça se passe bien. Puis finalement, après, il part en Espagne. Et puis, il a un avis, voilà, et puis ils le revendent. Et puis, tout va bien. Ouais, et depuis, tout va bien. D'accord. Ah oui, non, c'est intéressant de voir effectivement l'impact, encore une fois, chez les sportifs de haut niveau, l'impact économique. Exactement, ça c'est important. La gestion, ouais. Et puis j'ai eu un mec du Tour de France, top 5 du Tour de France, Ouais. problème occlusal, mais l'équipe refuse. Parce qu'il est en contrat et qu'il faut faire un traitement qui dure 18 mois. Ils me disent, mais pendant le traitement, il va peut-être être moins bien. Mais nous, en attendant, on lui paye son salaire. Donc on ne prend pas le risque, il est top 5. On pense que le médecin me dit, on pense qu'il peut gagner sans faire un traitement d'orthodontie. Et donc bah, il n'a jamais gagné le Tour de France, il était à 2 doigts de le faire. Et voilà, mais on ne saura jamais. On ne saura jamais. Okay. Il aurait pu gagner en compensation. Et puis peut-être que si on avait fait le traitement d'orthodontie, il n'aurait pas gagné quand même, parce qu'il y a d'autres paramètres. Mais en tout cas, le problème, c'est que dans sa tête, il avait ça, il avait cette graine. Il avait ce problème, tu vois. Et il y a aussi une autre... Enfin, moi, je pense que c'est tellement dur aujourd'hui, le sport de haut niveau, c'est qu'il faut aussi considérer... Enfin, moi, je suis à fond dans le mental du sportif. Si le sportif, tu lui diagnostiques un problème et qu'il sait qu'il a ce problème, dans la performance, ça ne va pas être bon. Parce qu'il sait qu'il a ce problème occlusal. Donc, si l'équipe médicale lui dit non, 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 machin... Enfin, tu vois, lui, il attaque sa compète, il attaque sa saison en se disant « Ouais, mais putain, j'ai ce problème-là, j'ai peut-être envie de le régler, tu vois. » Donc, c'est finalement à lui de décider. Ah, effectivement. Ah, c'est intéressant. Après, dans la communication que tu peux avoir
entre le staff, avec le joueur et de pouvoir agencer les choses. Tu parlais de cyclisme, bien évidemment, tu anonymises les noms, mais il y a quand même un nom qui est ressorti par rapport à certains articles, c'est Thomas Damuso, qui est donc un ancien cycliste professionnel, c'est ça, hein? Et lui, il a un cas particulier, c'est qu'il avait des troubles biomécaniques qui avaient pu être détectés par le staff médical, ostéo, kiné, même un bike fitter. Et c'est ce bike fitter-là qui te fait une passe décisive et dit, bon, il faudrait peut-être voir un orthodontiste. Donc, il t'est envoyé. Est-ce que tu peux justement nous raconter son cas et comment l'occlusion a pu faire la différence sur sa posture et sur sa biomécanique? Thomas, c'est une histoire pour moi hyper instructive et hyper intéressante. Déjà, la première chose, c'est que c'est son équipe qui diagnostique le problème occlusal. C'est-à-dire que son problème, c'est que quand il pédale, il a une bascule du bassin. C'est-à-dire qu'il a un genou qui passe à 8 cm du cadre et un genou qui passe à 2 cm du cadre. Donc son bassin est dévié. Et puis, il fait des essais avec des bike fitters et il a une super équipe médicale, un super kiné, un super ostéo, un super médecin. Et il le filme sur le vélo. Et le kiné a une idée, il le fait mordre, parce que tu vois, c'est un truc d'actu. Il le fait mordre sur des petites cales pour désengrainer ses dents. Et quand il le fait mordre sur des petites cales, son bassin, il a tendance à se redresser. Donc il lui dit, toi, tu as un problème dentaire. Il va voir un dentiste, le dentiste lui dit, non, non, tu n'as pas de carie, tout va bien, voilà. Il arrive chez moi et je me rends compte qu'effectivement, il a ce qu'on appelle un inversé. Les molaires du fond sont à l'intérieur, en haut par rapport aux molaires du bas, un inversé d'articulé, c'est un truc classique. Mais je suis méfiant. Je lui dis, écoute, effectivement, tu as un problème occlusal, mais je ne peux pas te garantir qu'en réglant ton problème occlusal, on va redresser ton bassin. Tu vois, peut-être, mais en tout cas, il faut le faire pour tes dents. Voilà. Ils acceptent et pour sa santé générale. Exactement, exactement, parce que c'est un vrai problème fonctionnel au niveau de ses dents. Mais quand même, tu vois, pour moi, c'est un cas d'école et je me dis, on va voir ce qui se passe posturalement, parce que le gars est super bien accompagné par son équipe médicale. L'équipe médicale, d'ailleurs, l'encourage à faire ça. Et lui, c'est un mec cortiqué et très motivé. Et en fait, c'est dans les sports individuels et surtout dans le cyclisme, les mecs, ils mettent tout en œuvre pour performer, mais à des niveaux de détails qu'on ne peut même pas imaginer. Moi, ça m'a fait découvrir plein de choses. On lui fait un traitement d'orthodontie, je te passe les détails. Ça dure 14 ou 16 mois, je ne sais plus exactement. On lui met l'occlusion parfaite. Et au final, si tu veux, son problème postural se règle. C'est-à-dire qu'il est arrivé dans mon cabinet avec une vidéo, et ils refont la vidéo, et il n'a plus de soucis du tout. Son bassin, et voilà. Donc, c'est une preuve, si tu veux, quelque part. Parce qu'il n'y a pas eu d'autres voies de travail en parallèle. D'accord. Voilà. Donc lui, il est conscient du truc. En plus, il a une sensibilité. Il me dit, ouais, quand j'ai senti que mes dents s'emboîtaient, j'ai tout de suite senti que ça allait mieux. Et il avait vraiment diagnostiqué le truc. Il me disait, en fait, je sens pendant toute l'étape, je pédale, je suis dans le rythme, mais à la fin de l'étape, quand il faut donner le petit coup de rein supplémentaire, eh ben, j'y suis plus parce qu'il me manque ce petit truc supplémentaire parce que j'ai compensé pendant toute l'étape. Et il a ressenti les choses au préalable grâce au kiné qui l'a fait tester une occlusion avec ce bout de caoutchouc, quoi. Exactement. Ouais, incroyable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je lui ai expliqué, je dis, ouais, mais Thomas, il y a aussi un autre truc, c'est que maintenant que tu l'as dans ta tête, pour toi, tu as ce problème. Donc, il avait envie de le régler parce que pour lui, ça devenait un frein à la performance. Bien sûr. Tu vois. Et quand il l'a réglé, c'est quand même un gars qui a gagné une étape du Tour de montagne, enfin, tu vois, qui était un super cycliste et qui travaille aujourd'hui toujours pour AG2R dans le monde du cyclisme. Et qui me fait une super pub sur l'orthodontie parce qu'il l'a vécu. Évidemment. Et qu'il est super content de l'avoir fait. Ouais, non, c'est top. Je mettrai le lien de l'article en description. C'est le seul nom dont je peux parler parce qu'on a fait un article avec lui dans un magazine d'orthodontie et il a accepté de témoigner. Donc c'est assez intéressant pour mes confrères aussi. Oui, parce qu'effectivement, comme tu dis, ça te fait une pub, mais ça fait une pub à l'orthodontie et au moins en fait de se questionner déjà en tant que sportif, mais aussi aux auditeurs professionnels du sport et de la santé, de se dire, comme moi, les kinés, de se dire, tiens, on peut tester des choses ou en tout cas qui vont nous orienter pour après travailler avec des consultants comme toi. Ou, comme tu disais, finalement, tu répètes souvent là, que les dentistes, ils sont focus sur les problématiques de caries, etc. Alors que
je pense quand même qu'ils ont quand même les compétences pour Oui, non, attention, voir. il y a des très bons, il y a des très, il y a des très Oui, bons oui, dentistes bien qui sûr, sont bien totalement formés Mais- là-dessus et qui sont très bons. Mais il faut Mais il y a- trouver les bonnes Il équipes. n'y a pas que cette problématique de caries, etc. Mais effectivement, après, sur tout l'emboîtement dentaire qui peut avoir un impact. Tout à l'heure, donc, tu parlais dans les sports de force, d'explosivité, ce serrage et donc l'importance d'une bonne occlusion. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'impact de cette occlusion sur la force et a fortiori également peut-être sur la respiration? Alors, sur la force, c'est inquantifiable. Le seul truc qu'on sait, par exemple, si, imagine demain tu dois faire une couronne, et si ta couronne n'est pas bien réalisée, qu'elle touche avant les autres dents, par exemple, tu vas avoir une perte. Mais c'est très difficile, si tu veux, de quantifier les choses. D'accord. Qu'est-ce que tu vas perdre je pense que c'est inquantifiable. Ok. C'est pour ça que c'est réservé. Enfin, pour moi, c'est vraiment c'est sur l'élite de la performance. Ok. Je pense qu'il y a eu des tests. Il faudrait faire. Tu prends un top sprinter, tu prends un Bolt, et tu lui mets un petit truc sur les dents. Et tu fais un départ de 100 mètres. Et ensuite, tu refais le même départ de 100 mètres avec un problème occlusal que tu lui génères pour voir une différence. Mais à mon avis, c'est très très infime, tu vois. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur la force générée dans les dents au moment justement d'une accélération, d'un lift, je pense en force athlétique, ce genre de choses? Ouais, ça c'est. Toi, c'est quoi un peu ton moi, avis par je suis rapport à super ça? prudent par rapport à ça. D'accord. Parce que tu vois, pour moi, c'est pas quantifiable. Ok. Ok, il y a beaucoup de bon sens, mais tu peux pas vraiment quantifier ça. D'accord. Et en termes. Parce que même si tu veux, même si tu fais ce que je viens de te dire, entre deux efforts que tu vas répéter à 2 minutes d'intervalle, même si, enfin, tu vois, c'est jamais identique. Bien sûr. Oui, ça dépend du moment, ça dépend, voilà. Mhm. Donc c'est très 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 complexe. Ok. Et sur l'impact justement de la respiration, moi, je vais te donner un peu comment je perçois les choses de mon côté. Je me dis quand on doit faire un effort à haute intensité, on va avoir la bouche qui est ouverte pour justement prendre un maximum. Et je me dis que potentiellement, si l'occlusion n'est pas parfaite, il peut y avoir un impact sur notre capacité à capter l'air. Alors non, parce qu'en fait, à partir du moment où tu fais du sport et que tu ventiles, la ventilation, normalement, elle est nasale au repos. Oui. À partir du moment où tu fais du sport, forcément, tu vas respirer par la bouche pour ce que tu dis. Ouais. Mais là, du coup, les dents ne se touchent plus. Tu vois. Ok. Ouais. L'occlusion, c'est quand tu vas déglutir, c'est quand tu vas avoir un effort explosif. Voilà. Mais quand tu vas être... c'est pour ça que sur les sports de fond, tu as moins de soucis D'accord, ouais, ce qu'on disait. que sur un sauteur à la perche ou un sprinter ou un tennis. Chaque fois que tu tapes une balle au tennis, chaque fois que tu shootes au basket, tes dents serrées. Tu vois. Ok. Donc on en revient aussi à la performance qui va être liée à ton shoot. Tu peux le dérégler si tu as une mauvaise posture occlusale. Ok, très clair. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais de prépa mentale et ça me fait penser. On sait qu'il y a certaines personnes qui ont une gestion du stress qui n'est pas forcément parfaite et il peut subvenir, à mon sens, et tu vas me dire ce que tu en penses, mais du bruxisme, notamment la nuit. Pour moi, c'est surtout, enfin, une des causes, c'est justement le stress. Justement, quel est l'œuf de la poule par rapport à ça? Parce que j'imagine que le bruxisme, derrière, ça va empêcher, user les dents. Ouais. Donc, a fortiori, il y avait peut-être une bonne occlusion de base et il n'y en a plus maintenant. Comment Alors, je te rejoins complètement et tu as cerné le problème, c'est que le bruxisme, c'est uniquement du stress. C'est-à-dire que tu peux avoir une super occlusion. Moi, quand j'ai des gens qui viennent me consulter pour du bruxisme, parce qu'ils finissent effectivement par user leurs dents, je leur dis que c'est impossible d'arrêter le bruxisme avec de l'orthodontie ou avec des soins dentaires. De toute façon, même avec une super occlusion, tu vas quand même bruxer. La seule solution, c'est de faire, je sais pas, du yoga ou de partir en Polynésie, te mettre dans un transat sur une plage.
mais c'est lié au stress. Donc ça, tu ne peux pas l'arrêter. La seule chose que tu peux faire, c'est protéger les dents. Ouais. Donc tu peux faire une gouttière de Une bruxisme, gouttière. tu peux réparer des dents qui ont été déjà usées si le bruxisme dure depuis longtemps. Mais il faut travailler différemment, peut-être avec des sophrologues, peut-être... je pense que, de toute façon, on est d'accord, et je pense que tu le sais, puisque tu es un ancien sportif, tu as une équipe. Même pour un sportif qui fait un sport individuel, moi c'était mon cas, autour de toi, tu as une équipe. Tu as un kiné, tu as un médecin, tu as un dentiste, tu as un sophrologue, tu as des gens qui doivent travailler sur tous les petits domaines pour optimiser tout ce que tu peux optimiser. En tout cas, c'est un des objectifs du podcast, c'est de au moins se créer cette équipe. Parce que ce n'est pas le cas de tout le monde, notamment je pense aux sportifs amateurs, mais effectivement, de se dire, je peux consulter un médecin. Ce médecin, il a sûrement un réseau avec un kiné, un ostéo. Cet ostéo, il a sûrement un réseau avec un nutri, un prépa mental, etc., etc. Et puis, on en vient à un moment donné à pouvoir aussi consulter des personnes comme toi, quoi. Bien sûr. Moi, de toute façon, mon travail en équipe, c'est mon... Voilà, je travaille avec des ORL, avec des kinés, avec des ostéos, avec des chirurgiens, et beaucoup avec des dentistes aussi. Ouais, évidemment. Justement, on a parlé de cette gouttière nocturne justement pour protéger les dents. Ça fait la transition avec une autre partie commune avec ton activité. J'aimerais qu'on parle donc du rôle du protège-dents dans la performance et ou dans la prévention. Est-ce que c'est seulement une simple coque de protection ou autre chose? Avec tout ce qu'on vient de se dire, tu as compris que tu peux avoir une super occlusion et tu peux mettre un protège-dents dans la bouche et tout dérégler. Donc le protège-dents, c'est un outil. Alors pour les sports, aujourd'hui, il y a de plus en plus de sports qui ont recours. Le rugby, le basket, on a tous des images de Stephen Curry qui mastique son protège-dents. Mais le protège-dents, c'est un vrai souci. Moi, je suis très investi et j'ai une société qui fabrique des protège-dents à Lyon qui s'appelle Global Protect. Je ne sais pas si je peux la citer, mais on est vraiment dans du protège-dents très haut de gamme. Ça veut dire qu'on part d'empreintes dentaires de qualité, qu'on passe forcément par des dentistes, qu'on fait un protège-dents qui est, si tu veux, qui est fixé sur la mâchoire du haut. Mais quand tu fermes la bouche, il y a un engrainement qui se fait sur la protection avec tes dents du bas. Et si tu n'as pas cet engrainement-là, si tu veux un protège-dents en n'ayant qu'une empreinte, par exemple, des dents du haut, en bas, tu es sur du lisse et tes dents du bas, elles viennent glisser sur le truc. Et c'est encore plus dangereux que si tu n'avais pas de protège-dents, parce que l'engrainement des dents, je donne un exemple, c'est un uppercut à la boxe. Si tu glisses sur la protection, tes articulations, elles viennent taper et tu te prends un KO direct. Donc l'engrainement des dents, c'est aussi hyper important. D'accord. Donc finalement, dans les sports de contact, on pense au rugby, on pense au sport de combat, en fait, d'avoir un protège-dents classique, ça peut même être beaucoup plus délétère que pas en avoir. Alors, le problème du protège-dents, si tu veux, quand tu dis protège-dents à un sportif, c'est un truc qui coûte 30 balles, c'est à peu près ça, que quand tu ouvres la bouche, il tombe, qui te gêne, tu ne peux pas parler avec, tu ne peux pas respirer avec, parce que forcément, on vient de se le dire, quand tu respires, quand tu fais du sport, tu ouvres la bouche pour respirer, donc si ton protège-dents ne tient pas bien, il tombe, tu ne peux pas boire, voilà, donc c'est compliqué, pour moi, c'est très compliqué d'arriver sur le marché du protège-dents, parce qu'on est arrivé avec un truc top, qui est vendu plus de 200 €, mais par contre qui est super confortable. Mais va vendre un protège-dents qui coûte plus de 200 € à quelqu'un qui a tous ces trucs en tête. Il dit mais non, c'est bon, un protège-dents, j'en ai déjà eu un, je l'ai mis dans l'eau, je l'ai thermoformé, ça marche pas, ça tient pas. Et puis le deuxième truc, c'est qu'un protège-dents, il faut que ça protège. Donc un truc que tu mets dans l'eau comme ça, moi je reçois souvent des sportifs qui ont pris un choc avec un protège-dents du commerce et puis qui ont finalement cassé toutes leurs dents. Donc c'est très 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 compliqué. D'accord. Nous, on a un système où tu as une couche rigide à l'intérieur, tu as des couches souples au niveau des dents du haut, des couches souples au niveau des dents du bas, et cette couche rigide joue un rôle de coque anti-déformation en cas de choc. Donc ça protège les dents, ça protège même le maxillaire, c'est un truc top, mais on est nul en termes de com et c'est difficile de le vendre en fait. Ouais, mais donc finalement, j'imagine que dans le panel de sportifs amateurs qui prennent un protège-dents, souvent, comme tu dis, c'est des protège-dents du commerce à quelques dizaines d'euros. En fait, ils sont complètement dans le faux. Ah, complètement. Complètement. Ok. Ça ne protège pas.
c'est gênant. Enfin voilà, c'est pas un protège-dents. Mais bon, quand tu tapes protège-dents sur Google, aujourd'hui, tu tombes sur des centaines et des centaines de systèmes comme ça parce que tu achètes ça en Chine 1 euro et tu le revends 30 euros. Donc tu as des milliers de marques. Ok. Et à partir de quel âge tu recommanderais à un sportif qui fait certains sports, comme on disait, les sports de combat, les sports de contact, d'en porter un et éventuellement même nous dire à quelle fréquence tu recommanderais de faire un changement, une réévaluation de tout ça? Tu as des sports, par exemple le rugby, dès que tu as des dents définitives, à partir de 8 ans, moi je pense qu'il faut s'habituer. Pas forcément avec un protège-dents très qualitatif, mais c'est bien de commencer à prendre l'habitude. Tu peux faire un truc plus simple, mais ça peut déjà sauver des incisives définitives de plein de joueurs de rugby, de petits joueurs de rugby. Mais surtout, l'idée, c'est que dans leur tête, quand tu rentres sur le terrain, que ce soit un entraînement ou que ce soit un match, tu dois être protégé. Voilà. Mais après, on en a parlé en off, c'est aussi un problème, qui est lié au sport. Dans le foot, par exemple, j'ai eu Hugo Lloris à un moment au cabinet. Je lui ai dit, ça serait bien, t'es gardien, que tu mettes un protège-dents. Il m'a dit, c'est hors de question. Hors de question, c'est ridicule. Pour moi, c'est une aberration. Ouais. Un gardien, il devrait avoir un protège-dents. C'est vrai que je crois que j'ai jamais vu aucun gardien porter... Voilà. Au hockey sur glace, quand ils sont gamins, ils ont une grille. Quand ils deviennent pros, ils enlèvent la grille. Et ils ne veulent pas mettre de protège-dents. Tous les hockeyeurs ont des dents cassées, mais c'est presque un trophée, tu vois, d'avoir des dents cassées. Et au rugby, on ne se pose pas la question. Et encore plus dans les pays anglo-saxons. Tu sais que si tu te casses une dent, tu sors du terrain, ça va coûter cher, ça va faire mal, tu ne vas pas pouvoir jouer pendant quelques matchs, peut-être. Donc voilà, c'est aux entraîneurs, aux clubs. En Afrique du Sud, en Australie, il n'y a pas un joueur qui rentre sur le terrain sans protège-dents, évidemment. Et puis je pense qu'en France, ça y est, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Et en termes de renouvellement, quelles sont tes recommandations? Nous, sur un protège-dents très qualitatif, global, un joueur de rugby qui le met quasiment tous les jours, entraînement et match, enfin, on va dire qu'il le met 5 fois ou 4 à 5 fois par semaine, la protection, elle dure 2 ans. D'accord. Voilà, mais parce que c'est des gros costauds, ils mastiquent dessus, tu vois. Mais c'est des pros. Donc un amateur, ça peut durer 3 ans, 4 ans. Ouais, c'est ça va être doublé par rapport peut-être juste à la fréquence d'entraînement qui va être différente. Ouais. Mais 200 €, tu vois, c'est le prix d'une paire de baskets. Un implant, ça coûte 2000 €. Plus tout le préjudice. Tu vois, là j'ai eu une basketteuse de l'Asvel qui a pris un coup de coude sur son premier match à l'Asvel. Elle joue en équipe d'Australie. Fin de l'histoire, tu vois. Elle a raté les JO pour un choc sur les dents. Tu vois. Donc voilà, c'est. Enfin, pour moi, il n'y a pas débat, mais c'est aussi l'équipe médicale qui doit. En France, on attend qu'il y ait le problème, on soigne, et ensuite on dit tu devrais mettre un protège-dents pour protéger ton implant, ou ta couronne parce que ta dent a été cassée. Je pense qu'il faut réfléchir, c'est un peu comme les ceintures de sécurité, tu vois. Ouais, penser plutôt préventif. Je te dis ça, et je fais du windsurf dans les vagues, et je devrais en avoir un quand je navigue dans les vagues, et j'en mets pas, tu vois, je suis débile. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et est-ce qu'il y a d'autres types de sports, donc un peu moins, qu'on suspecte moins? Parce qu'effectivement, on a l'image du rugbyman, on a l'image du combattant. Est-ce qu'il y a d'autres types de sports où tu te dis, quand même, les protège-dents, ça peut être pertinent et qu'on ne voit pas dans. Tu as des sports, typiquement le basket ou le hand, tu ne prends pas beaucoup de coups. Tu vas en prendre un tous les 4 ans, mais tu prends un coup de coude où tu vas laisser les dents sur le terrain. Dis-toi bien que si LeBron James, Stephen Curry, ils mettent un protège-dents, c'est parce qu'ils tiennent vraiment à leur sourire, pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant. Donc voilà. Mais ça, par contre, tu vois, c'est des super ambassadeurs pour nous. Bien sûr. Parce que les jeunes basketteurs aujourd'hui, ils veulent mettre un protège-dents comme Curry. C'est ça que finalement Hugo Lloris n'a pas vu. C'est qu'il aurait pu être aussi l'ambassadeur d'un truc qualitatif, tu vois. Ouais, mais effectivement, comme tu le dis, il précise quelque chose de quali, parce que le risque potentiellement, c'est que les jeunes basketteurs se disent « Ah, moi, je veux faire comme Curry. Oula, c'est un peu trop cher. Bon, je vais prendre la marque à 30 balles. » C'est pas grave, parce que tu essayes la marque à 30 balles. Moi, c'est mon quotidien, c'est ça. C'est que tous les gens, ils commencent par un protège-dents du commerce qu'ils mettent dans l'eau chaude, qu'ils achètent chez Decathlon. Et finalement, quand ils ont 8 ans, ça fait le job.
Et puis un D'accord. jour, ils font un truc, tu vois, donc tu regarderas sur Google, mais à 30 euros, 30, 60 euros. Et puis un jour, boum, ils font un Global Protect. Et là, quand ils le mettent, ils disent ah ouais, ok. Ils voient vraiment la différence. Ils voient la différence directement. et ils ne regrettent pas l'achat. Mm. Même s'ils ont hésité à faire l'achat, après, dès qu'ils l'ont en bouche, et après, une fois qu'ils l'ont une fois en bouche, c'est un client récurrent, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, Et après, j'ai un deuxième frein dans mon business model, c'est le dentiste. C'est-à-dire que je suis obligé de passer par un dentiste. Mm. Et c'est pas parce qu'un client qui nous a trouvé sur Internet va chez son dentiste que le dentiste va jouer le jeu Global Protect. Il peut faire un truc un peu bidon avec son prothésiste, qui va payer moins cher, parce que nous, on le facture quand même assez cher au dentiste, et il peut faire double marge. Oui, puis Voilà. surtout s'il n'a pas la capacité d'expliquer l'intérêt. C'est ça. Et tu te rends compte que les dentistes ne sont pas formés pour ça. Moi, j'ai eu la chance à Lyon, on avait un gars qui s'appelait Sametsky qui a finalement inventé le protège-dents de qualité, qui était un prof à l'époque. Et puis, j'ai un dentiste, le Pierre-Emmanuel Agère, qui a fait sa thèse sur les protège-dents, qui m'a bien briefé là-dessus. Et on avait créé au départ Global ensemble. Et puis, voilà, tu vois, il y a une vraie tradition à Lyon du protège-dents de qualité. D'accord. Donc, depuis le début, on parle beaucoup des confrères, kinés, ostéo, prépa physique, médecins. À quel moment ces personnes-là doivent véritablement penser à t'envoyer un sportif? Si tu veux, ils doivent être capables, de voir le problème. C'est-à-dire, moi, j'ai des kinés ou des ostéos qui regardent l'occlusion des patients et qui voient le décalage. Ouais. Et qui disent, on n'est pas vraiment apte à vous dire, mais allez voir, prenez un avis juste chez un spécialiste. Voilà. Après, pour moi, un club devrait envoyer tout le monde. Ouais, en évidemment, consulting. évidemment. Ouais. Ils prennent les joueurs au départ, mais c'est tellement compliqué avec les clubs que tu fais venir 30 joueurs. Une fois, on a fait une campagne de protection pour des Global Protect à l'époque, pour le loup rugby. Mhm. Les mecs, ils arrivent, ils sont 15, il y en a qui sont pas là. Enfin, tu vois, c'est hyper difficile de le gérer. Enfin, tu connais ça. Autant dans les sports individuels, les mecs se prennent en main. Tu vois, j'ai eu des skieurs pros qui sont top, qui arrivent à l'heure, qui gèrent leurs trucs. C'est le cas aussi des cyclistes. Mais par contre, dès qu'ils sont accompagnés, les footballeurs, tu les connais, hein, c'est des grands enfants. Le basket, le rugby, c'est difficile de les gérer. Ils sont vite et hyper dépendants, en fait. Et puis, pour rien te cacher, moi, je leur cours pas après. Oui. Parce que c'est un enfer. C'est un enfer pour les avoir en rendez-vous, c'est un enfer pour te faire payer, c'est un enfer. Donc, voilà, chacun son problème, j'ai envie de te dire. Je vois. Et la démarche, même pour un mec qui est dans un club, la démarche, elle devrait être personnelle. Tu vois, un mec comme Cristiano Ronaldo, t'inquiète pas que lui, il a la démarche personnelle sur l'alimentation, tu le sais, sur le coaching mental et sur son occlusion. Il n'a pas attendu que le club lui demande. Hein. C'est pour ça que c'est Cristiano Ronaldo. Ouais, je pense que tu as tout dit avec cette phrase-là. De par sa proactivité, ça explique. En fait, je pense que ça serait juste un très bon joueur. Il serait sûrement professionnel, peut-être relativement reconnu, mais pas autant. Il ne serait pas de toute façon, autant les mecs qui légendaire. arrivent au top, il n'y a pas de surprise. C'est ceux qui ont tout géré et qui ont le plus travaillé. C'est pas les plus doués. Évidemment, mais il y en a plein qui sont aussi doués. Et puis tu vois bien des mecs super doués, toi tu l'as vu dans le foot, on en a eu à Lyon, des mecs super doués qui ont disparu. Ouais. Ils ont disparu parce que voilà, ils n'ont pas été sérieux sur tous les plans. Ok. Comment toi tu vois l'évolution de l'orthodontie et des protège-dents à visée sportive dans les 10 prochaines années? Alors le protège-dents, si tu veux, c'est un marché qui est en pleine explosion. D'accord. Mais le mien de protège-dents, vu que c'est un protège-dents très haut de gamme, très cher et que je suis nul en com, j'ai pas forcément, il faudrait que je trouve une façon différente de développer le business model. Je suis pas hyper, tant que je m'en occupe pas plus, si tu veux, je suis pas hyper sûr que ça se développe vraiment. Par contre, pour le protège-dents grand public, les chiffres vont exploser. Ça, c'est sûr. Okay. Parce que voilà, il y a de plus en plus de sports extrêmes. T'en mets en motocross, t'en mets en BMX, t'en mets en VTT, dans tous les sports de combat, évidemment. Voilà. Et puis, tu as je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais tu as l'arrivée du protège-dents connecté. Oui. On s'est rendu compte que pour capter des datas, c'est génial d'installer un capteur dans un protège-dents parce que c'est là où on peut faire des études pour les commotions cérébrales. Bien sûr. Mais ça, il y a un autre débat qui arrive, si tu veux, c'est que c'est bien de capter des datas, mais pour l'instant, il faut savoir ce qu'on en fait. Ouais. Et puis, les protège-dents, les deux sociétés, les deux grosses startups américaines qui captent des datas grâce aux protège-dents,
bah, ils font des protège-dents qui ne sont pas des protège-dents de qualité. Mhm. Donc la captation de data est bien, mais vu que le protège-dents est nul, les sportifs ne veulent pas les mettre. Le contenu est intéressant, le Ouais. contenant l'est peut-être un peu moins, et donc C'est du coup ça vient perturber tu vois, l'intérêt. il y a tellement de problèmes dans le protège-dents que c'est difficile. Nous, on a été approchés par une grosse boîte qui s'appelle Bosch, que tu connais bien, et ils voulaient nous proposer de faire des protège-dents connectés, mais de qualité, sauf que le produit, il sortait, après l'étude qu'on a fait, il sortait à 700 €. Donc moi, j'y vais pas. Un protège-dents à 700 €, quand tu as des géants américains qui offrent les protège-dents à tous les clubs du top 14, je sais que j'en vendrai pas, donc j'y vais pas. Tu vois, moi, j'ai une réalité économique, je suis pas une start-up. En fait, les start-up américaines dont on parle, ils perdent de l'argent depuis 10 ans. D'accord. Et ils vivent qu'avec les investisseurs qui, de toute façon, ne gagneront jamais d'argent, parce que leur produit, il est pas top en termes de protection, et s'il fallait le vendre, il serait trop cher. Ok, j'ai compris. Ouais, c'est toute une problématique, mais c'est bien que je pense que les auditeurs aient conscience de ces problématiques. Et tu vois, ils ont fait du lobbying, et aujourd'hui, tu es un joueur international de rugby, tu n'as pas le droit de rentrer sur un terrain. Ils ont fait du lobbying avec l'IRB, sans un protège-dents connecté. Donc finalement, tu rentres sur le terrain avec un protège-dents de merde. Et qu'est-ce que tu fais des datas? C'est un autre débat. Alors, par contre, moi, je suis à fond sur les datas, et je pense qu'il faut collecter de la data pour ensuite savoir ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que à quel moment aujourd'hui tu as un rugbyman qui prend 2 chocs à l'entraînement, frontal, de 2G, qu'est-ce que tu fais de ces datas? Tu l'empêches de rentrer sur un terrain pendant 2 semaines, pendant 1 mois, ou pas? Il faut déjà être sûr qu'il ait toujours son protège-dents en bouche, qu'il aille pas se battre dans une soirée et qu'il n'ait pas pris un tampon dans une sortie de boîte, parce que celui-là, tu l'as pas dans les datas. Tu l'as pas capté. Enfin, tu vois, non, il y a 1 million de problèmes, donc, mais c'est hyper intéressant. C'est un nouveau truc qui arrive, et moi, je pense que c'est une voie qu'il faut explorer, mais c'est très, très complexe. D'ailleurs, j'en parlais avec mon beau-frère qui est dans le monde du rugby, et qui me disait, en fait, la problématique de la commotion, selon lui, parce qu'il est juste dans le monde du rugby, pas dans le monde de la santé, c'est encore plus vrai dans le monde amateur, où il y a ce système un peu de bagarre qui peut arriver, comme tu disais, en soirée, mais même aussi sur le terrain, alors que dans le rugby professionnel, c'est quand même beaucoup plus rare, et ça va être, entre guillemets, uniquement dans le jeu. Donc effectivement, il y a toutes ces problématiques. Et d'ailleurs, pour les auditeurs qui veulent en savoir davantage sur la commotion cérébrale, pour faire le lien avec ce que tu dis, j'ai fait un épisode avec Alizé Pan, qui est neuropsy à la Timone à Marseille. Et on a parlé un peu de tout ça. Alors pas particulièrement du protège-dents, parce que ce n'était pas vraiment son cœur de métier et sa connaissance. Mais effectivement, ça pourrait être intéressant de pouvoir faire le lien avec tout ça. Raphaël, je vais te poser ma dernière question, ma question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? Alors, je ne sais pas si c'est possible, mais moi, je pense que Patrick Muratoglu, ce serait génial. C'est un mec qui m'impressionne. Il m'impressionne par tout ce qu'il a mis en place, et il m'impressionne par sa méthode. Et je pense que si tu veux… moi, j'écoute aussi et je me nourris de beaucoup de coachs. C'est normal en tant qu'ancien sportif. Tu as des gens qui ont tout compris. En fait, le coaching, il n'y a pas de surprise. C'est comme dans le sport. C'est-à-dire que tu prends un mec comme Phil Jackson, je sais pas, j'ai pas les chiffres exacts, mais le mec, il t'explique que d'arriver au final NBA, c'est une science exacte, et il l'a fait avec plusieurs équipes différentes. Il ne l'a pas fait qu'avec Michael Jordan. Il l'a fait avec Shaquille O'Neal, il l'a fait à Miami, il l'a fait à Los Angeles. C'est reproductible. À partir du moment où tu as la bonne méthode dans le sport, et que tu alignes les choses, et que tu le fais de façon méthodique, de toute façon, tu gagnes. Voilà. Il faut évidemment des gens talentueux, mais après, tu mets en place des choses, des objectifs, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Si ça ne se passe pas bien les 2 premières années, t'inquiète, ça va se passer bien la 3e année. Un mec comme Mbappé, t'inquiète pas. Tu vois, quand j'entends les mecs dire ouais, voilà, PSG, machin, t'inquiète pas. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Bah écoute, j'ai déjà été en contact avec Patrick Muratoglu, pas pour le podcast, mais si jamais il nous écoute, je sais qu'il est très busy, il est très occupé, il est très… Non, mais il est très curieux, il écoute tout. Donc mais en tout cas, franchement, ça serait un plaisir, parce que… Et d'ailleurs, il a sorti un livre récemment, donc ça pourrait être une belle porte d'entrée. Phil Jackson, si tu peux avoir Phil Jackson, lui il est à la retraite, alors il a peut-être un peu plus de temps, mais tu seras obligé de le faire en anglais. C'est ça, exactement.
Raphaël, je te laisse le petit mot de la fin, quelque chose sur lequel tu as envie d'appuyer éventuellement sur ce qu'on vient de se dire. Bah écoute, déjà merci de t'intéresser à ça, parce que ça note une ouverture, enfin voilà, ça veut dire que toi tu as déjà listé l'intérêt de l'occlusion. Ouais. Et puis après, bah moi j'encourage tous les sportifs à rechercher les bonnes personnes, les bonnes équipes, et à s'intéresser à tous ces petits détails qui sont finalement pas des détails. Voilà, il y a des gens compétents partout en France, donc il faut les trouver, il faut aller les voir. Bien sûr, c'est tout l'intérêt effectivement de ce podcast, de pouvoir ouvrir les esprits, et je pense que ceux qui sont encore là à nous écouter, ils sont ouverts à ça, en tout cas ils ont compris ton message. Merci à toi Raphaël pour cet épisode. Je remercie également Salia, qui est prépa mentale, qui a été une de tes patientes. Oui, qui nous a finalement mis en contact. Qui nous a mis en contact, et ce n'est pas la première fois qu'elle me met en contact avec un superbe invité, donc je la remercie. Je mettrai, donc, on a fait un épisode, je crois que c'est l'épisode numéro 22, je le mettrai directement en description. Je mettrai aussi en description, je ne l'ai pas dit au préalable, mais un épisode avec un bike fitter, Pascal Plomb. Ouais. J'ai fait un épisode, ça date aussi, je crois que c'est l'épisode numéro 24, je pense que ça pourra bien faire le lien avec les cyclistes et ceux qui s'intéressent à ce monde-là, pour faire le lien avec ce dont on vient de se parler d'un point de vue biomécanique, tout ça. Et puis merci à toi qui nous a écoutés jusqu'au bout. N'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Nous, si tu as aimé la conversation, fais-le nous savoir en écrivant un petit commentaire sur ta plateforme d'écoute, auquel on y répondra avec un grand plaisir. Ce commentaire, il donne énormément de force et nous permet vraiment un meilleur référencement du podcast pour que davantage de sportifs aient accès aux conseils de Raphaël. Nous, on se retrouve chaque mercredi à 18 h avec une alternance d'épisodes en interview comme ici et d'épisodes en solo. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!